Wall Street qui a donc enchaîné une 5e semaine de hausse consécutive, tout comme le CAC 40 d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler de retour de l'optimisme? On en parle avec vous, Xavier Patrolin, bonjour. Bonjour David. Président d'Albatros Capital. C'est un optimisme, on va dire, prudent, à minima, ou c'est vraiment le vrai retour de l'optimisme sur les marchés? Au niveau des valorisations, non, c'est un optimisme un peu béat, puisque les valorisations, enfin si on prend les marchés européens et les marchés français en particulier, on est retourné sur des déciles de valorisation. Les déciles, c'est la répartition des valorisations par rapport à des comparaisons historiques qui sont les plus élevées qui soient. Donc aujourd'hui, on est retourné sur des valorisations, on est quasiment presque à 100%. C'est-à-dire qu'on a, sur les 10-15 dernières années, on n'a jamais rencontré un marché aussi cher. Donc on a connu un mouvement de swing, enfin un V entre guillemets, qui est totalement, qui est absolument sidérant. Entre 20 et 25% de hausse sur quelques semaines pour les bourses américaines. Oui, mais c'est la baisse et la hausse. Il faut prendre les deux mouvements, les deux mouvements simultanés. Hein, dans ta petite question, c'est sur les 5 dernières semaines. Ouais. La baisse a eu lieu dans l'annonce le fameux Liberty Day, le 2 avril. On a baissé globalement en 5-6 séances. On a baissé globalement d'une 13-14% hein, sur le marché français. Et on les a récupérés en 5 semaines. Entre-temps, ce qu'on appelle les agrégats des marchés financiers, c'est valable aux États-Unis comme en Europe. Les chiffres d'affaires sont revus en baisse, 2-2,5%. Les résultats d'exploitation sont revus en baisse. On a dit que les résultats étaient bons au final. Ils sont bons, ils sont toujours en progression, mais en moindre progression que ce qui n'était anticipé en mars. Et les bénéfices ont été révisés en baisse globalement de 4 à 5%. C'est valable États-Unis comme Europe. Et entre-temps, les marchés sont sur des niveaux de valorisation plus élevés. Donc ce qui s'est passé, me semble-t-il, c'est qu'il y a eu probablement pas mal de positions de vente à découvert dans le sillage de l'annonce de Donald Trump. Et pas mal de gens se sont rachetés. On a recentré le scénario de la guerre douanière. Oui. On a évité le spectre du blocage complet, notamment entre la Chine et les États-Unis. Mais ce n'est qu'une pause de 90 jours. C'est, entre guillemets, pour employer la terminologie du conflit russo-ukrainien, ce n'est qu'une trêve. Après, de ce recul de Donald Trump sur les droits de douane, même si c'est effectivement des suspensions, etc., il y a eu cet acronyme-là, dont on parle depuis maintenant, depuis ce rebond boursier, qui est le TACO. Donc, TACO, c'est Trump Always Chickens Out, qui veut dire Trump se dégonfle toujours. On y croit ou pas depuis cette volte-face, à la fois vis-à-vis de la Chine et celle qui a suivi sur les droits de douane réciproques, même si encore une fois on est sur des suspensions? Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une force de rappel. Parce que si on regarde les agrégats, dollars, pétrole et taux américains, regardons ce qui s'est passé. Le dollar a perdu globalement, ça s'amplifie un peu dans la séance du jour, a perdu globalement 3% contre euro, mais contre toute devise depuis le 2 avril. Le pétrole a perdu une dizaine de pourcents, un peu moins de 10%, il est passé de 70 à aujourd'hui 65. Oui, 65, 60, 64. Et le T-bond américain, lui, s'est dégradé, c'est-à-dire a pris 15 points de base, alors que le Bund allemand, son homologue allemand, a perdu 15 points de base. Donc ça veut dire qu'il y a une tension sur les conditions de refinancement de l'économie américaine, un dollar qui s'affaiblit, et chose qui est très étonnante, enfin qui arrive rarement, c'est-à-dire baisse du dollar, baisse du pétrole. En général, quand tu as baisse du dollar, tu as montée du pétrole, c'est un mouvement en syllogisme. Là, on a eu les deux. Donc ça, c'est probablement des informations qui sont parvenues aux oreilles de Donald Trump, et il y a eu probablement une force de rappel. Est-ce que cette force de rappel est suffisante pour nous assurer que dans 90 jours, on va fumer le calumet de la paix pour la fin de l'année et les années qui viennent avec l'Empire du Milieu? Rien n'est moins sûr. Souviens-toi que Donald Trump est quand même élu sur la volonté de réindustrialiser. Ça, c'est l'objectif final recherché. Est-ce que les moyens qu'il utilise sont les bons? On ne va même pas en discuter. Sa base électorale attend cela de lui. Après, le pari des investisseurs, on a compris aujourd'hui, vu le niveau des marchés boursiers, à la fois américains et aussi européens, c'est que cette guerre commerciale, finalement, n'aura pas, en tout cas, peu de dommages économiques, un peu de dommages macroéconomiques. Ouais, mais c'est là, moi, je suis en total désaccord avec ça. Prends les publications du PIB.
pour la publication du PIB américain, voire même la publication du non, mais PIB. qui sont pas si dégueulasses que ça. Quand on regarde le PIB américain au premier trimestre, moins 0,3, quand on retraite. Voilà. Voilà, mais quand on retraite des stocks et des imports, puisque ces droits de douane ont fait peur et donc les entreprises et les particuliers ont acheté de manière préventive, globalement, on est sur 3% de croissance aux États-Unis au premier trimestre. Tu as absolument. Pas de drame, hein. Non. On aimerait bien avoir ça. C'est l'argumentaire de Jérôme Powell. Je vois que c'est très bien, c'est très bon argumentaire. Mais enfin, quand même, tu as des impacts de stock et de commerce extérieur qui sont hors normes, donc qui annoncent pour les trimestres à venir des phénomènes de un mouvement de balancier. Vrai, on a la même chose en France. On a stock contribue positivement de 0,5 et commerce extérieur négativement de moins 0,5. Moralité, on est flat, la demande interne, zéro. Et donc, ces mouvements-là, on les retrouve un peu partout dans le monde. C'est-à-dire, il y a eu des comportements de stockage de précaution et qui ont impacté les commerces extérieurs. Donc ça, ces phénomènes-là vont se diluer dans les trimestres à venir. Donc effectivement, les data, si je veux dire, les hard data sont plutôt bonnes parce qu'on est dans l'inertie de l'économie américaine. Par contre, les anticipations, notamment aux États-Unis, tu as des anticipations d'inflation. Le consommateur américain, alors il est peut-être excessif, mais il anticipe 7. Ouais, je sais. Donc, bah oui, mais en même temps, si Trump, Xavier, désormais est plus pragmatique, on l'a compris, plus accommodant, c'est ce qu'il semble vouloir être, sur les tarifs douaniers, est-ce que la hausse des marchés peut se poursuivre? Non. Non, pour moi, elle ne peut pas se poursuivre parce qu'on est sur des primes de risque qui sont faibles et on voit que ce qui s'est passé a entamé le crédit de l'économie américaine en notion de valeur refuge, aussi bien au niveau du dollar que même du statut juridique qui protège les investisseurs extérieurs vis-à-vis des États-Unis. Donc ce phénomène-là a eu lieu. Trump peut faire machine arrière, mais il ne peut pas effacer son comportement depuis son arrivée au pouvoir. Et l'impact que ça a pu avoir. Et l'impact que ça a pu avoir. Donc moi j'ai le sentiment que c'est un rebond un peu fugitif et qu'on va avoir un phénomène pas de délitement, mais de révision structurellement à la baisse. Ouais, mais en même temps, d'accord, mais si l'inflation américaine qui semble sous contrôle, je veux dire, si elle continue à l'être, ça donne des marges de manœuvre et des munitions à la Fed pour baisser ses taux un peu plus tard dans l'année, ce qui peut donner un peu de stimulant. Ce qui donnerait les marges de manœuvre à la Fédérale Réserve, c'est que la guerre tarifaire soit définitivement terminée, qu'elle relève du passé. Ce n'est pas du tout le cas. On est dans un délai de 90 jours. Les délégations... il y aura de nouveau un délai de 90 jours. Hein. L'incertitude demeure. Le champ de l'extrême a diminué, c'est-à-dire le blocus entre les États-Unis et la Chine. La situation d'embargo réciproque. La situation d'embargo réciproque, pour l'instant, relève du fantasme. Donc cette hypothèse a disparu. Donc on a resserré les hypothèses. Mais on est toujours dans une phase de conflictualité, même de rivalité systémique à l'aune de ce siècle, et pas uniquement sur la partie douanière et économique. Donc les marchés ne peuvent pas l'ignorer. Cette chose-là, ils ne peuvent pas l'ignorer. Donc moi, ce que je vois dans les révisions depuis le Q1, enfin depuis fin mars, début avril, c'est des révisions partout. En Europe, comme, j'ai un suivi plus light de ce qui se passe aux États-Unis, mais je suis malgré tout. Oui, mais si le TACO est juste, et si maintenant on sait que Trump reculera quoi qu'il en soit, et qu'il n'y aura plus de drame à attendre de ce point de vue-là, il ne recule pas, il va retaper. C'est ignorer son passé de promoteur immobilier, c'est ignorer ce qu'il a fait au cours de son premier mandat. Il va revenir à la charge, peut-être de manière plus habile, mais il va revenir à la charge, c'est évident. Là, ce qui s'est passé la semaine dernière à Genève entre les délégations chinoise et américaine, ça relève, je ne voulais pas dire d'une humiliation, mais il suffisait simplement de regarder les conférences de presse des deux délégations. Ça ne racontait pas la même chose. Ah ben ça ne racontait pas, et puis il y en avait une délégation qui était Smile, c'était l'Empire du Milieu. Ils étaient sereins, Smile, et ils répondaient à toutes les questions. Et la délégation américaine, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont été quelque peu surpris, hein, c'est le propos du secrétaire d'État, ils ont été surpris par la qualité des dossiers présentés par la délégation chinoise. Donc, voilà, espérons que les choses s'améliorent, mais on ne peut pas prendre cette hypothèse. Et moi, quand je croise les valorisations, quand je fais des comparaisons sur les déciles de valorisation, simplement des comparaisons déciles de valorisation, là, le marché parisien, mais c'est valable sur d'autres marchés européens, sont sur des déciles de valorisation qui sont élevés. Alors pour que ça tienne, il faudrait qu'on ait des flux structurels de capitaux venant du reste du monde, une espèce de bascule des États-Unis vers l'Europe qui fasse commencé à avoir d'ailleurs.
qu'on a commencé, mais qui peut pas, enfin, ça peut pas être dans des proportions aussi spectaculaires. Il faudra de la matière il faudra donner du crédit à l'euro comme potentielle monnaie de réserve, des marchés européens unifiés, et puis une croissance européenne qui soit pas languissante comme elle l'a été sur la décennie passée. Donc moi j'ai plutôt le sentiment qu'on est sur des niveaux de valorisation qui sont tendus. Je ne dis pas qu'il y a un crack à venir, je dis que les niveaux de valorisation sont tendus et que le mouvement qu'on a connu depuis fin mars, début avril, hein, ce fameux V-shape, me semble trop caractérisé, trop hâtif et en contradiction avec ce que produit le consensus en chiffre d'affaires, en marge, le niveau de marge sur les valeurs industrielles françaises. Je ne parle pas des valeurs bancaires, hein, parce que c'est un peu compliqué de mêler les deux, on parle de marge d'exploitation, a été révisé là en espace d'un mois de 40 BP, de 40 points de base. Hein, on est passé de 13,2 et des brouettes, j'allais dire, à 12,80. En un mois. Donc ça veut dire que tu as des effets volume et des effets prix qui restent négatifs. Ça, c'est pas bon pour un marché. Tu peux me dire, la prime de risque est quasiment au plus bas sur la décennie passée. Prime de risque au plus bas, révision, effet prix négatif, ça pousse pas effectivement. Ça pousse pas à te dire, ok, on a des expected returns. Moi, dans mes espérances de rendement sur le marché français, le maximum, ça pourrait être 8000 sur le CAC 40, on n'en est pas loin. Et si on était sur un décile intermédiaire, disons 50%, un décile de valorisation intermédiaire, médian, hein, ça fait un marché à 7004. Ouais. Donc tu vois bien que tu as plus à la baisse sur les prochains mois qu'à la hausse. Donc il y a, à mon avis, strictement rien à regretter. Et on ne parle même pas du downgrading de vendredi soir sur la dette américaine. Ah oui, c'est ça qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, ça. Oui, c'est quand même important. Ouais, enfin bon, ils ont perdu leur dernier... Oui, tu me diras, c'était la dernière agence, Fitch avait fait... Oui, d'accord, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le déficit structurel, le déficit budgétaire... Il faut expliquer, les États-Unis ont perdu donc leur triple A. Il restait une agence et Moody's qui retirait la meilleure note possible à la dette publique américaine. Et ça veut dire que le déficit budgétaire américain est à peu près de 6%. Si on prend un triple A comparable, on va prendre l'Allemagne. Le déficit budgétaire de l'Allemagne est aux alentours de 1%. Ils ont un déficit primaire, les Américains, de quasiment 3 points de PIB. Les Allemands ont un excédent primaire de quasiment 1 point de PIB. Et une charge de la dette aux États-Unis, et c'est ça le problème, la charge de la dette était aux alentours de 3,2, 3,4 points de PIB. Et c'est structurellement à la hausse, alors qu'en Allemagne, elle est de à peine 1%. Et donc, ce phénomène-là est en train de gripper la machine américaine, et les agences de notation sont en train de le faire. Et il y a un marché qui ne s'y trompe pas. C'est les marchés des crédits default swap. C'est les marchés qui permettent de se protéger contre un risque de défaut sur la dette américaine. Alors je te rassure, la dette américaine ne va pas faire défaut demain. Simplement, depuis le fameux Liberty Day, le crédit default swap sur les États-Unis est passé de 0,35 à 0,45. Oh, ça va. Oui, d'accord. Mais si on fait une comparaison sur les 20 premiers émetteurs souverains à l'échelle mondiale, les États-Unis sont passés de la 7e place à la 10e place. Et là, ce qui s'est passé vendredi soir, à mon avis, ça ne va pas arranger les choses sur la structure des crédits. Ça veut dire, et on finit là-dessus, que le gros plan de baisse d'impôts voulu par Trump, c'est pas gagné, pour le coup. Mais d'ailleurs, il y a un débat au Sénat, au Congrès américain, et même dans le camp républicain, on commence à taper du poing sur la table. Alors, il y aura des compromis qui seront, mais ça ne va pas être facile. Donc le modèle économique de « je finance mes baisses d'impôts » par des hausses de droits de douane, et en plus je vais avoir de la réindustrialisation, et en plus je vais augmenter le taux d'activité de l'emploi, c'est-à-dire je vais regagner les 7 millions d'emplois qui sont perdus depuis la rentrée de la Chine dans les accords du GATT. C'est hypothétique. À mon avis, ça relève de la quadrature du cercle. Donc à un moment, les marchés, ils vont gripper. Et si en plus tu dis, tu es l'administration américaine, tu dis la Cour constitutionnelle, je m'en moque, au fond le droit n'a plus d'importance puisqu'on est dans un régime d'exception, puisque c'est l'intérêt supérieur des États-Unis, les investisseurs internationaux, ils peuvent s'interroger sur le fait que, est-on sûr que les États-Unis vont continuer à nous verser les coupons habituellement, ou est-ce qu'on va récupérer est-ce que les Chinois sont sûrs de récupérer les dollars et de pouvoir en faire ce qu'ils veulent? Pas tout à fait. Un doute a pu peut-être s'introduire dans l'esprit. Et donc, ces éléments-là, quand tu les empiles, je dis pas que ça a une probabilité de 100, mais c'est autant de facteurs de risque. Donc, voir autant de facteurs de risque et des primes de risque equity qui sont quasiment au plus bas,
Bon, la bourse ne va pas monter, disent dans les prochaines semaines. Voilà, c'est ça. Au mieux. Voilà, c'est ça le message. Mais ce n'est pas d'alerter nos auditeurs, de leur dire qu'il y a un crack à venir. Je dis simplement, il y a des risques. Et aujourd'hui, ouais, à mon avis, on a vendu pas mal de choses. Ouais. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Exé Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci. Merci David.